Je vous salue tous les deux, Françoise Godel et Alain Dejour. Ben, on te salue aussi. Alors, on se connaît puisque vous êtes venus déjà plusieurs fois pour vous exprimer sur la plateforme de la CCH. Euh, nous sommes sur un travail cette année, un projet sur l'espoir pour permettre de croiser un peu le ressenti de plusieurs soignants. Des personnes, il y aura très peu de gens qui ne sont pas dans le soin. Il y aura surtout des gens dans le soin. Et tous les deux, je considère que vous accompagnez réellement les soins de sevrage. En tabac, vous êtes plus du côté des soins, évidemment. Euh, Vous êtes tous les deux acteurs majeurs sur la plateforme Je ne fume plus, ce qu'on lit, hein, JNFP, et vous accompagnez des personnes qui arrêtent de fumer, ce que vous appelez la défume, pour leur permettre, avec ce bus, d'arriver à un endroit où on peut descendre sans fumer et ne plus avoir besoin de fumer. C'est pas le terminus, mais c'est un arrêt de bus. Mhm. Ça vous va comme image? Oui. Très bien. Alors, répond celui qui veut, d'accord, hein, bien sûr. Pourquoi je vous interroge tous les deux? Pourquoi je vous invite tous les deux à vous exprimer? Parce que vous fonctionnez ensemble dans votre approche et je trouve que c'est riche de vous entendre tous les deux. Vous vous complétez complètement. Que symbolise pour vous l'espoir dans la vie? Alors cette question ouvre chaque interview. Ça veut dire, dans votre vie à vous et dans la vie tout court, qu'est-ce que vous donnez comme place à l'espoir? Tu commences? Non, non, vas-y, je parlerai après toi. Il y a, il y a cette expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Mais on peut aussi la retourner, c'est-à-dire tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Euh, c'est euh, c'est tellement hasardeux, la vie, que on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Qu'on peut l'habiller, hein, on sait qu'elle continue, on peut l'habiller avec des mots d'espoir, des choses qu'on souhaiterait vivre ou poursuivre, hein. Donc, enfin, pour moi, c'est une composante essentielle de, de, de la poursuite de la vie. D'accord. Et Françoise? Je suis assez d'accord avec ça, même complètement d'accord. Pour moi, l'espoir, ça fait partie de la vie. S'il n'y a plus d'espoir, eh ben, il n'y a plus de vie. L'espoir, ça porte la vie et ça la fait avancer. Ça fait avancer la vie ou ça nous fait avancer? Ça fait avancer la vie aussi. Ça nous fait avancer en même temps. Si tu es en désespoir, tu n'avances plus. D'ailleurs, si tu es en désespoir, tu dis, j'ai l'impression de faire du surplace, voire de reculer. Je n'ai plus de repères, je ne peux plus voir devant moi. L'espoir, ça fait avancer, c'est clair. L'espoir, c'est la vie. Et c'est pas que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. L'espoir, c'est la vie. Alors, si on dit que l'espoir, c'est la vie, ça veut dire concrètement que la vie s'appuie sur l'espoir. Ben oui, ben bien évidemment que oui. Hmm. On a tous besoin d'espérer. Euh, dans nos vies, il y a quelque chose qui nous fait bouger, c'est le désir, c'est le fait d'aller voir, c'est le fait de grandir quelque part. Et si on n'a plus cet espoir de, de pouvoir continuer, de pouvoir avancer, de pouvoir découvrir, de pouvoir aimer, de pouvoir ressentir, ben on perd l'appétence à vivre. On a besoin d'espoir. Et si aujourd'hui je passe par exemple un moment plus difficile, je sais que je peux avoir espoir. Et l'espoir, ça nous porte, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Si on n'avait plus d'espoir, oh, ce serait un drame total. Est-ce que je peux dire ça pour vous reprendre tous les deux, que l'espoir ouvre les portes des désirs ou du désir? Oh, ben oui, Ça vous va, ça? oui. Mm.
Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent sans espoir? Il y a des personnes qui disent vivre sans espoir. Oui. Mais entre dire vivre sans espoir, ce qui est une manifestation d'une souffrance, et ne plus avoir d'espoir, il y a une grosse différence. Parce que si je suis capable de dire je n'ai plus d'espoir, c'est que quelque part j'ai envie d'en avoir, même si je ne ressens plus cet espoir. J'ai l'espoir d'avoir de l'espoir. Et c'est un constat douloureux, mais c'est le constat d'une souffrance. C'est pas le constat d'un renoncement à l'espoir. Et même quand on peut avoir une absence d'espoir, enfin, là je vais un peu sortir de moi et puis parler de ce qui se passe. Si je vois les gens qui habitent à Gaza, euh, euh, ils sont désespérés. Hein, dedans, mais en même temps, euh, ça ne veut pas dire que l'espoir est mort, parce que chaque micro-événement qui leur ouvre euh, une possibilité de vivre, de survivre, ils s'en saisissent. Il y a une vitalité extraordinaire dans ces circonstances abominables. Alors, ce qu'on est en train de dire là, c'est que quand je demande qu'est-ce que vous pensez de l'espoir dans la vie de tous les jours, tous les deux, vous me dites l'espoir donne vie. Voilà. Mm, Mm. Hein, c'est ça. mm, Et ouvre des portes. Et quand on dit qu'il y a toujours d'espoir dans une vie, je ne crois pas qu'il y en ait toujours. Il y a des moments où on en perd la possibilité, on ne l'appréhende plus tellement, tout est catastrophique. Mais c'est là que donc Jean-Marc Benayem, qui fait partie des interviews, nous dit que c'est là, nous, qu'au niveau thérapeutique, on intervient, parce qu'on sent que l'espoir, il faut en redonner. Voilà, on mm, a un appel d'espoir. C'est ce qu'on voit avec l'actualité, c'est ce qu'on voit par des manifestations de gens qui disent il faut réagir. Ça veut dire on sent que l'espoir est en train de disparaître, il n'y en a plus assez. Si on laisse quelqu'un entrer dans le désespoir, on perd sa propre autonomie, sa capacité à bouger. Il va falloir qu'on aille le chercher pour le faire rebouger. Voilà, on est bien d'accord. Donc là, on vient de basculer, on est passé de la vie sur le soin. Hein, mm, on vient de tourner déjà autour, là. mm. Et donc, finalement, est-ce que pour vous, le sens de l'espoir dans le soin est le même? Alors, on est, on est ce qu'on appelle des patients experts. Hein, on fait un travail pair. Et une des caractéristiques enfin, importantes des patients experts, c'est l'identification positive. Alors, toi, tu dis, on redonne espoir. Moi, je ne donne pas espoir. J'essaie de permettre à la personne de retrouver l'espoir. Euh, Simplement en lui montrant que, déjà par le fait que j'ai arrêté de consommer du tabac, pour moi, c'était pas très difficile, mais c'est beaucoup plus, je dirais, c'est plus facile comme exemple si on prend Françoise. Euh, Si j'ai réussi, c'est que finalement, euh, tu peux réussir aussi. Souvent, dans les usines, quand on rencontre les gens qui fument, qui décrivent en fait leur tabagisme, Françoise a dit souvent petit joueur. Hein. Et ça peut donner espoir. Hein. Si moi je l'ai fait, tu vas peut-être pouvoir le faire aussi, mais c'est toi qui vas le faire. C'est pas moi qui vais te le faire arrêter, c'est toi qui vas retrouver ça. Et on peut t'aider. On peut t'aider là-dedans. Hein. Euh, mais voilà. Je crois on permet l'espoir, mais qu'on ne le donne pas. Je suis très. Voilà. Je- tu parlais de soignant, je ne suis pas un soignant. Je n'ai pas cette posture de soigner. D'accord. Alors, c'est intéressant. On est en train d'ouvrir une autre porte là sur l'espoir. Euh, Puis en, Finalement, ouais. pardon. Puis en fait, c'est que si on retourne sur le groupe, il y a des gens qui viennent déposer leur désespoir ou des situations qui sont terriblement désespérantes et désespérées. Et ils viennent dire,
en disant, moi, je n'ai plus d'espoir. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et voilà ce qu'est ma vie aujourd'hui. Et ça dépasse complètement la question de l'usage du tabac ou pas. C'est plein d'autres choses. Ce sont des deuils, ce sont des ruptures, ce sont des événements extrêmement douloureux. Et en fait, on répond à ce désespoir en apportant de la chaleur humaine. Mm. C'est-à-dire qu'on accueille la parole de la personne qui a parlé. Enfin, quand je dis on, c'est tout le monde accueille la personne. C'est ces postes-là qui ont le plus de réponses et de façon très nette. Ce sont les postes qui parlent de désespoir, qui disent un désespoir, qui ont le plus de réponses. Donc, c'est de la chaleur humaine qui est amenée. Et cette chaleur humaine qui est quelquefois juste quelques mots, voire un garde d'espoir, où tu peux peut-être garder un peu d'espoir, où on est là, hein, ça fait cocon autour de la personne. Et donc, il y a la protection dans cette perte d'espoir. Et cette perte d'espoir, elle est entendue. Elle est entendue. Il n'y a personne qui dit arrête tes conneries. Personne, jamais, jamais. Il y a toujours le respect de ce désespoir. Et s'il est entendu, et s'il y a une réponse qui est une réponse enveloppante, une réponse rassurante, une réponse chaleureuse et humaine, ça permet de faire un petit pas, un petit pas. D'accord. Alors, dans ce que j'évoque là, dans l'espoir, je demande est-ce qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance pour vous? Ah oui, il y a une grosse différence. C'est quoi? Ben, l'espoir, c'est un truc humain. C'est toi, moi, et les autres avec lesquels je peux être en lien à un moment ou à un autre. Que ce soit un lien amical, familial, un lien euh, en ligne avec des gens que je ne connais pas, mais avec qui j'ai ce lien, voire un lien thérapeutique dans certaines circonstances. On travaille sur cette notion d'espoir. L'espérance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général et qui peut porter une société ou qui peut porter un groupe de personnes unies par des mêmes idéaux, mais c'est pas la même chose. L'espoir, c'est quelque chose qui est dans les tripes. L'espoir, c'est quelque chose qui est dans la vie vivante. L'espérance, c'est comme une chanson qu'on pourrait se chanter et vers laquelle on tend tous. Mais c'est pas, c'est beaucoup plus, pour moi, l'espérance, c'est beaucoup plus empreint de spiritualité que l'espoir. L'espoir, c'est la vie. L'espérance, c'est une sorte de musique de vie ou de valeurs qui sont portées par un collectif quel qu'il soit. Pour moi, c'est ça l'espérance. C'est pas de l'espoir. Bon. Et toi, Alain? Bah, je suis d'accord je suis d'accord globalement avec François. Enfin, moi, j'aime pas trop l'espérance. Pour moi, ça évoque la religion. Ça évoque vraiment et la religion catholique, mais je pense que c'est la même chose. Il se trouve que moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Je connais un peu, mais je pense que c'est un peu la même chose pour d'autres, hein. Euh, pour moi, c'est une injonction, hein. L'espérance, c'est une injonction et c'est en appelant. Voilà, il y a un collectif ou une idéologie religieuse qui impose cette espérance. Voilà, si t'es pas heureux, si t'as pas d'espoir sur cette terre, tout se réglera au ciel. C'est comme ça que je vois l'espérance. D'accord. Ça m'intéresse moins, quoi. Alors c'est intéressant parce que là, votre position, moi, elle m'intéresse parce que vous allez voir, on a beaucoup de soignants avec nous dans le groupe déjà hein, qui vont intervenir. Et donc, de notre côté, on a des demandes de patients qui ont des croyances philosophiques, religieuses, spirituelles, et pour qui, effectivement, cette porte est importante. Et ce n'est pas la même du tout. Je viens de travailler avec un confrère là, dans une interview. On a travaillé sur ce qui, dans le mot espoir, pouvait être dérangeant pour lui, c'est-à-dire
d'amener une notion de certitude, de quelque chose qui pourrait arriver, ce qui le gêne beaucoup. Et dans l'espérance, il n'y a plus de certitude. On a une croyance que quelque Mm. chose pourra se passer, c'est au-delà de la certitude. Donc on est probablement sur deux domaines très différents, je crois, effectivement, qui n'ont pas de rapport. Euh, L'espoir, la question d'après, c'était est-ce qu'il joue le même rôle du côté du soignant et du soigné? Alors là, c'est à Alain que je vais poser la question en premier, c'est que est-ce qu'on peut imaginer un soignant ou un patient comme vous, expert, qui accompagne quelqu'un qui arrête de fumer, qui n'a pas du tout d'espoir pour ce fumeur, parce qu'il se dit là, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui pour l'instant n'y est pas. Il n'est pas là, il n'est pas dedans, on l'a poussé à venir, etc. Et en face de toi, tu as quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est amusant ce que tu dis parce que c'est c'est les quand on fait de l'entretien motivationnel ou quand on fait des TCC, c'est l'exemple. C'est l'exemple qui est donné, c'est-à-dire le cercle vicieux du soignant. C'est-à-dire que s'il est dans ce pensée-là, en fait, il aboutit à rien. C'est-à-dire ça veut dire qu'il n'est pas focus en fait sur le projet du patient, mais qu'il est dans ses pensées à lui et ses conclusions à lui, et ça n'amène à rien. Donc, voilà. Donc, on apprend à sortir de cette posture, justement, quand on travaille sur l'entretien motivationnel ou des techniques issues des TCC, pour revenir, pour revenir sur finalement la souffrance du patient, pourquoi il est là, hein, quelle est sa question, et qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'amener sur une voie de changement. Hein, la défume, c'est un changement. Hein, mais quand on dit l'amener, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, lui bascule. C'est lui qui bascule sur cette voie de changement. Est-ce que dans ton expérience, tu utilises l'espoir de ton côté de pouvoir effectivement accompagner un changement? Alors, oui, oui, c'est-à-dire que oui, 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 parce que enfin, comment dire, j'ai cette justement, je ne m'attache pas, par exemple, si on est dans un début de processus ou voilà, dans des débuts d'accompagnement, il y a souvent des reconsommations. Et donc, voilà, mon travail, ça va être de les contextualiser et d'éviter des biais qui sont toujours là, c'est-à-dire que le patient va maximiser les effets négatifs, la catastrophe, il va minimiser tous les succès qu'il a pu finalement déjà accumuler, et voire il va ne pas les voir. Et donc là, mon travail, ça va être justement de recontextualiser et d'aider à faire prendre conscience que il y a déjà eu des succès enfin, qu'il a avancé et qu'il peut être fier de ce qu'il a fait, et que finalement la circonstance dont on discute, c'est un épiphénomène, c'est pas, voilà, c'est important s'il vient en parler. S'il vient en parler, c'est important, bien sûr. C'est pas à balayer, mais c'est juste lui redonner sa place. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le contexte qui est évoqué avec beaucoup d'aspects, je dirais, négatifs de son côté, Hmm. tu ne vas pas les nier, mais tu vas surtout lui montrer qu'il y a d'autres éléments plus optimistes C'est ça. et qui montrent qu'il est en train de bouger. Donc, ton discours, toi, il est rempli d'espoir dans la réalité de ce que tu vois. Est-ce que tu penses que ce que tu fais là va chez lui commencer à réveiller également l'espoir, qui vient chercher très probablement d'ailleurs? Oui, mais Euh, parce qu'en fait, il y a un muscle pour l'espoir. C'est la motivation. Mhm. C'est la motivation. Et tabac ou pas tabac, l'addiction a tué la motivation. Elle n'a pas tué, elle l'a endormie. La motivation est en dormance. C'est une caractéristique de toutes les addictions. Puisqu'on n'a pas besoin de cet effort dans le système de récompense. euh, on n'a plus besoin de mobiliser cet effort. Et le cerveau est très rationnel.
et donc bah, il va le mettre de côté. Et c'est retrouver l'espoir, c'est réveiller ce muscle, cette capacité à faire un effort, un D'accord. petit effort pour aller vers le changement. C'est ça Hmm. l'espoir aussi. Qu'est-ce que tu penses, Françoise? De quoi? De l'espoir Enfin, du tu réponds côté bien, soignant, du côté patient, c'est ça? oui, 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 oui. Je peux dire ce que je pense en vrai? Dire ce que tu penses, toi, de cet aspect de la... Est-ce Moi, que... je pense que l'espoir, il est du côté du patient, il n'est pas du côté du soignant, D'accord. qu'il faut pas mélanger tout. Je pense que moi, si je consulte un soignant, quel qu'il soit, avec l'espoir ben, de changer, par exemple, pour sortir d'une addiction, l'espoir d'aller mieux, ou l'espoir de faire bouger ma vie, ou l'espoir de tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'attends d'un soignant, c'est qu'il prenne en compte mon espoir et qu'il fasse son métier de soignant pour tenir vraiment compte de mon espoir. Et moi, j'en ai absolument rien à faire de son espoir à lui ou à elle. C'est mon espoir qui compte parce que c'est moi la patiente et je suis au centre pour une fois. Et j'ai besoin de ça pour accorder ma confiance à un soignant ou à une soignante et pour faire en sorte d'avancer avec lui ou avec elle. C'est qu'elle tienne compte de mon espoir à moi et que ce soit mon espoir à moi qui prime. Parce que c'est mon histoire à moi, que c'est ma souffrance à moi ou ma maladie à moi. Et, euh, et donc, je lui demande cette souplesse-là. Mais Alors, son ok. espoir à lui ou à Alors, elle, ce que tu dis est très clair. Alors, il y a juste un petit détail, c'est que quand un patient vient te voir, ou des usagers qui viennent vous voir pour arrêter de fumer, tu sens des demandes parfois pleines de douleur, en fait, très perdues. Et le fait d'accueillir et d'écouter, c'est donner de la légitimité, c'est de donner la capacité, enfin, c'est de dire vous existez, je vous considère. Ça s'appelle le respect. Et effectivement, l'alliance thérapeutique pour nous, soignants, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas ce respect. Si je n'ai pas d'écoute, il ne pourra pas entendre. Par contre, ce que je remarque, et de plus en plus, hein, c'est que de la part des patients, ils m'expliquent qu'ils aimeraient entendre quelque chose du côté du thérapeute qui puisse nourrir euh, leur espoir. Non, ça ne veut pas dire donner des certitudes. Ça peut laisser entendre, mais est-ce que je m'en sortirai? Tout simplement cette question. Est-ce que je m'en sortirai? Alors je vais leur dire, écoutez, moi je ne veux pas vous dire que je laisse pas vous en sortir, c'est absolument pas le problème. J'entends votre souffrance et je vais vous aider à retrouver l'espoir. Oui, mais l'espoir peut-il se développer? C'est ce que je disais tout à l'heure à Alain. Si de mon côté, non seulement je n'ai pas d'espoir, je vais même avoir quelque chose qui est tout le contraire de l'espoir, c'est que j'ai la certitude qu'il ne s'en sortira pas. C'est pas le désespoir, ça n'a rien à voir. hmm. Le sens du mot espoir, le contraire, c'est pas le désespoir. Qu'est-ce que tu penses de cette notion-là, Françoise? Ma maman, elle dit, maman, elle a 84 ans maintenant, elle nous a toujours dit, si j'ai une maladie grave, très grave, et que je vais mourir, moi, je préfère qu'on ne me dise pas et qu'on me laisse de l'espoir. Même si vous savez tous, on est 5 enfants, même si vous savez tous que je vais mourir, moi, vous faites bien passer le message au médecin, il faudra qu'il me laisse de l'espoir. D'accord. Donc nous, on a des consignes très claires avec Oui. ma mère. Oui. Et moi, je vais respecter le désir de ma mère. Et donc, moi, je pense qu'il faut respecter le désir et les capacités d'un patient, quelle Oui. qu'elle soit. Et si un patient me demande quelque chose qui tient à un message d'espoir, je lui le donnerai. Par contre, je choisirai bien les mots pour le dire, de façon à ne pas rentrer dans une sorte de chimère d'espoir Mm. qui sera forcément déçu. Mm. Et c'est là que se joue quelque chose qui est très fragile et qui est ce lien de confiance qui se construit. Parce que on va répondre au désir, à l'espoir, etc. du patient ou à sa demande, mais en choisissant les mots pour le dire, en faisant bien attention. Et l'espoir d'un patient
d'entendre ceci ou cela à un moment ne sera peut-être pas la même chose une semaine qu'un jour ou un mois après, parce qu'il aura cheminé ou elle aura cheminé. Et donc la demande sera différente. Mais là, on n'est plus dans l'espoir du soignant, on est dans l'écoute du soignant et sa capacité à entendre le besoin du patient. On n'est pas dans l'espoir du soignant. Alors, j'entends bien, mais je pense en fait que l'espoir existe dans les deux cas, mais il n'est pas tout à fait sur cette notion-là, en fait, Mm, au niveau médical. Un patient, quand il est devant nous, son espoir, le plus important, c'est qu'on le comprenne. Et donc, ta maman le dit clairement. Elle ne dit pas du tout, quand elle dit laissez-moi l'espoir de ne pas avoir forcément une maladie grave, ce qu'elle veut dire surtout, c'est ne me condamnez pas par un diagnostic qui pourrait dire que je ne vais pas m'en sortir. mm, Donc elle dit Alors, pas, il n'y a pas d'espoir, même quand on va mourir. La preuve, elle dit laissez-moi de l'espoir. Et moi je pense que donner de l'espoir, c'est pas de vendre une incertitude ou un mensonge en disant mais non, vous n'avez rien, vous inquiétez pas. Pas du tout. On va traiter la personne, on va l'accompagner. Traiter ne veut pas dire guérir, mais je dirais qu'au moins donnons la force d'accompagner quelque chose qui mérite d'être vécu. Côté soignant, je crois que l'espoir que j'ai moi dans mon travail, c'est de pouvoir créer du lien, un lien avec le patient. C'est réellement ça. Et c'est que le lien qui permettra d'entendre le malade et de le comprendre. Donc ça, c'est vraiment pour moi un espoir. Je dirais pas que je suis dans le désespoir quand j'arrive pas, je suis déçu parce que s'il n'y a pas de lien, je n'ai plus la fonction d'accompagner quelqu'un. Donc mm. voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je crois qu'on n'a pas le même espoir dedans, quand on l'entend en tant que soignant, en tant que soigné. Oui, c'est clair. On n'espère pas la C'est même très chose. clair. C'est très clair ce que tu dis. mm, Et c'est vrai que bah, c'est autour de ce mot-là que je tourne, en fait, ce mot, le lien. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est à partir du lien qu'on peut aussi construire un espoir. Peut-être différent que celui que j'avais en entrant ou en venant, mais en tout cas un espoir qui soit, qui soit viable et vivant. Et dans une histoire justement de soins. Et ça, je trouve que si ce lien est réussi, si ce chemin-là se fait, euh, c'est vraiment bien pour le patient, vraiment, Hmm. vraiment. Et c'est suffisamment, euh, aujourd'hui, assez rare pour qu'on le dise. Parce que on voit bien, nous, des gens qui sont en soins, entre guillemets, ils ont affaire, même avec leurs généralistes maintenant, à des techniciens et non plus à un lieu où ils peuvent même un peu se dire. Et même chez des gens qui sont dans l'accompagnement, par exemple, à l'arrêt du tabac, on les voit, hein, les gens, ils viennent nous raconter comment ça s'est passé avec le ou la tabacologue. Eh ben, moi, j'adore travailler avec les vieux tabacologues. mm, Et j'en invite de plus en plus en live parce que c'est pas bon parce qu'ils ont des connaissances et puis ça m'intéresse, mais c'est parce qu'ils ont cette sensibilité-là et ils ont ce lien avec leurs patients et c'est quelque chose qu'on a du mal quelquefois à retrouver dans ce que peuvent nous ramener les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ce que j'entends là, maintenant, avec vous deux, hein, c'est que l'espoir traduit euh, une autorisation à vivre, s'autoriser à vivre et être autorisé par les autres. C'est pour ça qu'on a un rôle hein, en autorisant Mm, quelqu'un à retrouver de l'espoir. Et puis, surtout, c'est d'éviter d'être isolé. Et que si quelqu'un finalement nous dit je n'ai pas d'espoir, c'est que très probablement il n'a plus de lien avec les autres. mm, Et s'il n'a mm, plus de lien, il n'a plus rien pour s'accrocher. C'est oui, pour ça que j'entends dans ce que vous mm, dites. oui, mm. Et donc il s'isole, il se perd. oui. Et c'est vrai que bah, l'addiction au tabac ne fait pas exception. C'est une maladie du lien, avant tout. C'est avant tout une maladie du lien. Et quand les personnes arrivent sur le groupe Je ne fume plus, il y a vraiment deux phases. C'est-à-dire, ils font la demande, ils disent éventuellement pourquoi ils viennent. Où on le voit, c'est moi qui fais les entrées, où je vois pourquoi ils viennent, parce que je vois qu'ils sont, par exemple, sur des groupes de BPCO. Donc je sais bien ce qu'ils viennent chercher ici. Et le soir, je suis en colère, en fait.
Ce soir, je suis en colère parce que ces gens-là, ils, ils- ils viennent là en dernier recours. Ils viennent là en dernier recours et euh, on a au niveau global, en fait, tout un système qui les maintient dans le tabac. Et c'est ça ma colère. Et y compris des grandes organisations dites anti-tabac, hein, qui vont avoir une politique qui les maintient dans le tabac ou qui les fait retourner au tabac. Et donc le soir, je suis en colère parce que je fais les entrées le soir. Et le matin, en fait, les gens commencent à parler, ils commencent à s'exprimer, ils font des posts. Là, je suis plus en colère. Le lien va s'établir, hein. Ils sont là maintenant. On va établir le lien. Et il n'y a pas de colère dans ce lien, il n'y a pas de revendication. Il y a des gens, il y a des personnes, et puis on va commencer à leur parler, à les C'est écouter. intéressant ce que tu es en train de dire, parce que là, tu racontes des consultations où on reçoit un patient que je ne connais pas et qui va m'expliquer pourquoi il est parti, pourquoi il a quitté quelqu'un, et il va raconter des choses qui par définition, l'ont touché, euh, qui sont vraies. Après, tout peut se discuter, on peut tout analyser, mais on a quelqu'un devant nous qui est meurtri. Toute décision de changer de quelqu'un qui nous suit sur le plan thérapeutique, c'est évidemment une souffrance. Donc, cette première façon d'entendre permet de ressentir des choses, tout à colère, mais cette colère, évidemment, n'a pas d'utilité. Là, je vais parler comme Françoise, à partir du moment où tu n'es pas là pour souffrir avec lui, mais ça te met en colère. Et heureusement, ça va permettre de favoriser probablement d'entrer dans le dialogue. Et là, tu vas entrer dans quelque chose, tu vas aller chercher pourquoi sa colère à lui s'est exprimée. Si tu te sens en colère, c'est qu'il est en colère. C'est ce que je ressentais quand j'étais dans le service médical à la prison. Chaque fois que je ressentais de la colère, je savais qu'il y avait de la colère en face, mais qui pouvait se transformer très vite en peur. D'accord. Donc, finalement, si on continue sur cette idée-là, est-ce que l'espoir peut faire peur? Qu'est-ce que vous pensez de ma question? Oui, ça peut faire peur, bien sûr, parce que l'espoir, c'est un désir. Et l'espoir, ça veut dire changer, ça veut dire bouger, ça veut dire continuer à vivre. Et dans certaines situations où on est figé dans un rôle ou dans une configuration, que ce soit une configuration professionnelle, familiale ou psychique, euh, on a peur, bien évidemment. Mais ça ne te fait pas taire la voix de l'espoir, le fait d'avoir peur, hein. Ça ne la fait pas taire. Mais on peut s'arranger pour la faire parler le moins possible. D'accord. Donc là, ce que tu dis aussi, c'est que finalement, l'espoir, c'est peut-être pour certains un désir, c'est peut-être des envies que les choses bougent, de Mm, pouvoir se retrouver en action, mais ils savent aussi que ça peut déranger des gens, ça peut même déstabiliser quelque chose, révéler autre chose. Donc ils ont l'espoir que quelque chose change, mais ils ne savent pas ce qui va se passer derrière. mm, C'est ça. Côté soignant, la peur qu'on peut ressentir et qu'on entend, c'est le fait de dire oui, oui, vous pouvez avoir de l'espoir et je laisse croire des choses qui peut-être ne se passeront pas parce que je n'ai d'ailleurs aucune certitude. Si un patient le prend pour certain et que ça ne se passe pas, il me dira vous m'avez fait croire des choses. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de situations où on a perdu ce mot, il est parti parce qu'on ne veut pas endosser une pseudo-responsabilité. Alors qu'en fait, on est responsable de rien à ce mm, niveau-là. mm, Non. C'est donner la mm, possibilité d'adhérer ou pas à un suivi, à une prise en charge. mm. D'accord, j'entends bien. Est-ce que c'est le non-espoir qui fait peur, parfois? Est-ce que l'espoir, la peur de l'espoir, c'est parfois la peur du non-espoir qui est derrière? Je laisse répondre alors. Je sais pas si on peut le formuler comme ça. La peur, euh, la peur, c'est d'abord la peur du changement. La peur qui existe dans ces circonstances, c'est le produit qui nous consume quand il s'agit du tabac, c'est un produit aussi qui nous tient debout, qui nous fait respirer, qui nous aide à respirer, s'agissant de la BPCO. Et
en fait, l'angoisse, l'angoisse, c'est d'arrêter de respirer. Et donc, si j'abandonne cet outil qui m'aide à respirer, est-ce que je ne vais pas arrêter de respirer? Et donc, il y a tout ce transfert à faire tout doucement, pour réaliser des petits objectifs, pour montrer qu'il est possible de respirer sans la cigarette, pour que finalement, la décision, ce ne soit pas une décision d'abandon, ce ne soit pas un grand pari, hein, je me jette dans le vide sans parachute, mais bien, je pose les pieds par terre, je lâche la branche je lâche la branche à laquelle j'étais accroché, et ça passe simplement parce que le sol est remonté sous mes pieds, hein, j'ai juste finalement à lâcher la branche, mais je suis déjà posé et je peux continuer. Donc, c'est aussi enlever la peur. Donner l'espoir, c'est aussi enlever la peur. Ce qui est intéressant, c'est l'image là, c'est de dire que finalement on peut lâcher une branche, ce n'est pas parce qu'on se tient une branche qu'on n'a rien sous nos pieds. Voilà. Ça c'est sûr. Ça c'est une croyance, bien sûr, une mauvaise croyance. Oui, c'est intéressant comme image. Tu veux dire quelque chose, François, sur ce qu'a dit Alain, là, sur la peur et le non-espoir? Je pense que si, s'il n'y a plus d'espoir, si une personne est dans le non-espoir, c'est une urgence fondamentale Mhm. et que cette personne est en danger par rapport à sa vie. Et j'y pense depuis tout à l'heure. Je pense que euh, si vraiment on arrive au bout du bout de l'espoir et qu'il n'y en a plus d'espoir, eh ben, il y a un risque de suicide qui est important. Et, euh, et donc, le non-espoir pour moi, c'est le passage à l'acte. Oui, oui, tout à l'heure vous avez dit des choses. Euh, Quand quelqu'un vient nous dire je perds de l'espoir, c'est finalement très encourageant aussi parce qu'on sait que s'il nous le dit, c'est qu'il a besoin d'en avoir. Ouais. Par contre, quand quelqu'un nous dit je viens parce que j'ai du non-espoir, il n'y a plus rien. Et donc il Ouais. faut l'hospitaliser, il faut le protéger. Je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. C'est que la construction psychique ne peut plus se faire. Je n'ai Ouais. plus de solution. Voilà, j'ai plus de solution. Et je Ouais. pense qu'effectivement, l'espoir, j'ai entendu tout à l'heure parler euh, d'un un signe de vie. Enfin, c'est carrément, faut que je retrouve le mot que j'ai entendu, que j'ai trouvé très juste. Euh, L'espoir est un poumon, en fait. C'est un poumon pour la pensée. Ouais. C'est Quelque ça. chose comme ça. Ouais. Tu as parlé plusieurs fois, Alain, de BPCO. Pour ceux qui vont entendre l'interview, on parle de bronchite, de bronchopathie chronique obstructive, Ouais. donc des pathologies qu'on voit se développer souvent sur un tabagisme qui a duré longtemps ou sur d'autres pathologies. Voilà, c'est ça que voulait dire Alain. Et donc, ça veut dire qu'il y a donc des patients qui viennent sur le support avec cette entrée par le côté difficulté respiratoire. Ouais. D'accord. Moi, j'aimerais comprendre quelque chose. Tout à l'heure, tu as évoqué, Alain, l'actualité. Aujourd'hui, quand on écoute l'information, le matin, on commence par entendre parler de météo. Et donc on dit, aujourd'hui, il va y avoir la canicule, ou pas de canicule, faites attention, isolez-vous, buvez beaucoup, mettez la clim. Bah, tout le monde n'a pas de clim. Et même d'ailleurs, dans les hôpitaux, je travaillais rien, hein, un certain nombre d'hôpitaux ont la clim dans un bâtiment et pas dans l'autre. Donc Mhm. on a des patients, effectivement, insuffisants respiratoires, au mieux qu'ils soient du bon côté. C'est un choix. Mais il peut être absolument dramatique. Et donc, comment fait-on avec toutes ces informations, avec ce qu'on entend, avec une crise politique, avec une crise, avec la guerre, avec des virus, avec des gens qui vont pas bien? Comment fait-on pour avoir de l'espoir quand on a 15 ans, quand on a 13 ans, quand on a 6 ans, quand on a 90 ans, quand on a 50 ans? Qu'est-ce qui nous permet de construire toujours un rapport à l'espoir? Ce que tu dis là, c'est renforcé en fait aussi par notre consommation des écrans, des fils, des fils d'infos. Alors, nous, on n'est pas trop, on n'a pas la télé, donc euh, on n'est pas embêté par les chaînes d'infos continues. Mais on a Twitter, on a Blue Sky,
on a d'autres choses qui à la fois diffusent euh, des choses qui vont nous choquer, qui vont nous heurter, où on peut où on peut voir des dangers qui s'accumulent, mais aussi on va s'accrocher à toutes les initiatives qui, euh, qui remettent ça en cause. Enfin, c'est pas, il y a rien d'inéluctable, hein. Le pire n'est jamais sûr, hein, on dit, je crois aussi. D'accord. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Alain, c'est que cette position qu'on peut avoir, qui est profondément décourageante Hein. parfois, va être apaisée, soulagée par ceux qui tout simplement réagissent et ceux qui vont sortir de l'information qui est là pour, dans ce cadre-là, pour nous maintenir dans un état de peur. Euh, les patients qui ont des syndromes anxieux généralisés sont très mal dans des événements de crise, très très mal, parce que pour eux la distance n'est plus possible. Ils vont être en arrêt, ils vont être à l'écoute des informations, ils attendent une nouvelle positive, et c'est pas tout à fait ce qu'on va leur donner. Donc je suis d'accord, cette hyperstimulation par nos modes de communication peuvent nous faire du mal quand ils nous isolent encore plus dedans. C'est vrai que le fait de se rassembler va faire du bien pour voir autre chose. Et naturellement, c'est ce qui se passe, bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu penses, Françoise? Est-ce que tu as une autre... Moi, je pense que depuis le Covid, depuis la crise du Covid, on a fragilisé les gens beaucoup. Et les gens n'ont pas eu le temps de se remettre de cet épisode de grande fragilité. Bon, Et, et tout le reste arrive. Et tout le reste, c'est la politique, situation sociale pas facile, la menace au niveau de l'environnement, etc., etc. Et moi, je sens l'impact parce que je suis dans une communauté en ligne et que je lis les gens tous les jours. Je sens très clairement cet impact-là. C'est-à-dire qu'on a non pas une perte d'espoir, mais une insécurité qui est extrêmement importante et qui peut se manifester justement par la perte d'espoir. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je ne sais pas comment on fait pour conserver un espoir si on a 15 ans, parce que je n'ai plus 15 ans depuis longtemps, ni si on a 30 ans. Moi, je peux te dire comment je fais pour conserver un espoir à 63 ans. C'est mon âge. Euh, Moi, j'ai espoir, j'ai un espoir fondamental dans mes petits-enfants, dans cette génération des enfants de mes enfants. Et j'ai l'espoir qu'ils puissent construire un monde bien meilleur quand ma génération, voire la génération juste au-dessus, parce qu'on a encore des gouvernants juste au-dessus, sera morte. J'ai espoir de la mort d'un certain nombre de personnes dont je fais partie pour donner lieu, parce qu'il faut que la roue tourne. Et j'ai espoir que ces petites graines qu'on aura semées chez nos enfants et nos petits-enfants, ça pourra faire la différence. Parce que moi, Alain, par exemple, il a des petites filles qui sont déjà adolescentes. Et moi, j'ai un petit-fils qui a 11 ans. Et il est en pré. Il me dit, je suis pré-ado, mémé. Et je vois bien, parce que je les écoute, que le monde qu'ils ont envie de construire, c'est pas du tout le monde que moi j'avais envie de construire quand j'avais cet âge-là. Qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes, qui n'ont pas du tout la même façon de voir que moi, mais qu'ils ont envie de construire ce monde. Et moi, je pense qu'il faut leur laisser la place pour construire ce monde-là. Et c'est ça mon espoir de femme de 63 ans. Vraiment, j'ai espoir dans ces petits-là qui vont grandir. Alors, c'est très important, parce que là, ce que tu dis est plein d'espoir. Donc, Hmm. ça me plaît beaucoup. L'autre jour, dans les actualités épouvantables, quand il y avait eu l'assassinat d'une surveillante, dans une émission, j'entends parler Boris Cyrulnik. Et il disait que avec le Covid, il y a eu une augmentation, mais qui est phénoménale. On est passé, je vais caricaturer, mais peut-être autour de 30 quelques pourcents d'ados qui ont pu déprimer
parce qu'ils étaient seuls, parce Hein, qu'ils n'avaient plus de lien bien avec sûr, les autres. Et il bien sûr. expliquait, et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'en fait, il y a une perte de fonctionnement cognitif, c'est-à-dire que la cognition marche parce qu'on la stimule, ce qu'on fait dans les groupes de travail. Hmm. Quand on a des patients qui arrêtent une substance ou pas, on voit bien que leur cognition, on la remet en route. Donc, pour répondre à tout ça, pensez-vous tous les deux que le vrai mal aujourd'hui, c'est l'isolement, malgré les réseaux? Si Ouais, c'est pas. t'as raison. Ouais, vas-y. Oui. Non, vas-y, François. Non, non, vas-y, je t'en prie. Non, l'isolement, il est nourri par les réseaux aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est une illusion. C'est une illusion de penser qu'on est connecté parce qu'on reçoit les nouvelles de n'importe où et qu'on va soit s'indigner, soit construire des choses collectives, mais on, finalement en virtuel. Hein. On est isolé avec ces écrans. Euh, et c'est en rencontrant des gens vraiment qu'on arrive aussi à construire des choses. Hein. Même si on peut construire aussi des choses en virtuel avec un peu d'énergie. C'est ce qui se passe avec Je ne fume plus, hein, où c'est une communauté virtuelle. Mais quand cette communauté, on arrive à la regrouper physiquement, on voit bien qu'il y a cette continuité. Les gens vont continuer la conversation de la veille qu'ils faisaient en ligne par écrit. Ils vont la continuer aussitôt à l'oral et en se prenant dans les bras. Euh, mais voilà, il faut vraiment favoriser ces communautés, hein, et pas se cacher derrière les écrans. C'est retrouver cette capacité à s'organiser, à se parler et à avoir des projets. Et dans les projets, on va retrouver l'espoir. Partager des actions et des idées de construction. Quand quelqu'un a un idéal social, politique, crée une association, défend des droits de l'homme, etc., et qu'on entend des jeunes étudiants, ils sont complètement différents des autres. Ils vont bien, ils vont bien, ils sont, on les sent forts, on les sent dans quelque chose où ils sont en train de se révéler. Euh, donc il n'y a pas de doute, le projet va réunir. Tout le monde n'a pas accès aussi facilement à la construction du projet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'école où on peut amener parfois à travailler sur des projets, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hmm. Françoise, qu'est-ce que tu penses? Par rapport aux réseaux sociaux. Oui, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur ce qu'on vient de dire là, sur ce... Ben, quand on voit que de plus en plus de gens parlent à ChatGPT à la place de parler à un psy, ou à la place de parler à des amis, moi, ça me fait peur. Et j'en croise tous les jours, des gens comme ça, qui disent, bah, ChatGPT m'a conseillé ça, Hmm. je lui ai dit que, et il m'a répondu que, mais bon, bref, donc on est resté parler une partie de la nuit, etc., etc. Moi, je trouve ça effrayant. Parce que, parce que c'est plus j'ai parlé à une intelligence artificielle, c'est j'ai parlé à lui et il m'a répondu, et etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est une vraie problématique. Une vraie problématique. Alors, bien évidemment, tout ce qui est communication à distance, réseau social, etc., ça a du bon parce que ça a démocratisé quand même la santé, parce qu'on a accès à beaucoup plus d'informations, de soutien, ça a rompu l'isolement, mais, 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 quand tu n'as plus que ça comme contact avec autrui, autrui si proche et si loin, mais si dématérialisé, je trouve ça très, très inquiétant. Très inquiétant. Et notamment pour des adolescents, mais aussi pour des personnes, et là où ça m'inquiète, parce que sur le groupe, qui c'est qui passe la nuit à discuter avec ChatGPT? Ce sont des personnes qui sont fragiles, qui sont souvent en précarité, qui sont souvent en situation de solitude, hein, et Isolement. qui sont fragiles. Ouais. Et, euh, et moi, ça me fait assez peur. Ouais. Alors, je vais rebondir dessus pour conclure. Pour commencer, je n'ai pas du tout de jugement négatif sur les réseaux.
qui nous permettent de pallier au manque, par exemple, de médecins, qui permettent de Mm. pallier à des manques localement de structures. Le seul problème, c'est que quand on ne vit que par cette présence-là, il nous manque le toucher d'une main, il nous manque le fait de pouvoir embrasser quelqu'un, le fait de pouvoir dire trois mots en direct, etc., etc. Donc la vie devient totalement virtuelle. Le lien à l'autre devient virtuel. Mm. C'est compliqué. Donc c'est vrai que quand on parle d'espoir, l'espoir que je peux avoir, c'est de voir des solidarités redémarrer, comme on a pu voir parfois pendant le Covid, où les gens se sont aidés entre eux, euh, Mhm. euh, réellement, en ayant peur de se retrouver eux-mêmes seuls. Il y a eu, je crois, des élans de Oh oui, solidarité qui étaient oui. spontanés et qui Ouais. étaient vrais. Voilà, qui étaient vrais. Il y avait quelque chose de vrai. Donc on est tous capables de le faire. Je dirais, pour terminer, je vais vous poser une question à tous les deux. Euh, qui apprend l'espoir? Qui nous apprend l'espoir? D'où vient chez vous, à l'un et à l'autre, cette entité de l'espoir? Qui vous l'a appris, l'espoir? Bon, François, tu l'as un peu dit tout à l'heure. Euh, Moi, je ne sais pas si on m'a appris l'espoir. Hmm. C'est, je pense que c'est expérientiel, ça, savoir Oui, expérientiel. mais justement, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Et qui nous a donné l'expérience de l'espoir? Bah, c'est les circonstances de la vie, c'est les gens qu'on a rencontrés, c'est les métiers qu'on a faits, euh, qui, voilà, mis bout à bout, euh, nourrissent, nourrissent cet espoir. Alors, je vais Mais aller encore plus loin. Ce que je veux dire, c'est que finalement, est-ce que l'espoir, on l'a appris parce qu'on nous l'a fait vivre, ou est-ce que ça pourrait être quelque chose de génétique et qui s'exprimerait tout seul? On a notre capital d'espoir et qu'on va utiliser, qu'on va pas utiliser. Est-ce que c'est une transmission ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est installé comme ça artificiellement? il y a probablement une part de transmission, mais je ne sais pas si elle arrive à la conscience. Hmm, Euh, on est à l'instant qu'on est, on est tout ce qu'on a vécu auparavant. hmm. Voilà, tout ce qu'on a vécu nous a amené à discuter tous les trois ensemble ce soir, à ce moment-là, tu vois, à 7 heures. Et puis après, on passera à autre chose. Mais euh, enfin, pour moi, il n'y a pas eu de chemin de Damas. Il n'y a pas eu voilà, cette grande révélation sur l'espoir. Et ça se construit petit à petit, ou pas. Françoise? Bah, pour moi, l'espoir, ça vient de, je sais pas, ouais, de trois choses, de l'appétence à vivre, de l'envie de vivre. Ça, c'est quelque chose d'important. Du désir. Et nous sommes des êtres de désir, et heureusement d'ailleurs, et pas comme dit Papa Freud, hein, mais du désir, voilà, du désir de vivre, hein, voilà, voilà. Derrière, on peut remettre apprendre, etc. Et puis, il y a un autre truc, c'est que nous sommes des êtres d'amour. Et l'espoir, il vient de là aussi. Il vient de cette main dont tu parlais tout à l'heure que l'on peut toucher, des bras qui ont pu nous serrer, d'une épaule sur laquelle on a pu pleurer. Ça aussi, c'est porteur pour nous et ça crée de l'espoir. Il n'y a pas que de l'espoir sur comment on peut changer, avancer, construire. Il y a aussi l'espoir sur ce qu'on peut devenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc moi, je dirais que l'espoir, ça naît du fait même d'être vivant, donc de l'amour, du désir et de cet appétit de vivre. C'est ça l'espoir en fait. Et on revient à ce qu'on disait au début, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein là? Voilà. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et oui, Et voilà. et puis après, ce qui est important, ce que vous venez de nous dire, c'est que tous les deux, ça me fait sourire parce que qu'est-ce que vous faites? Tous les deux, vous en donnez de l'espoir. Parce que vous amenez une cohorte de personnes qui ont besoin de ça et que vous êtes là, que vous êtes disponible, vous êtes présent. Moi, je pense vraiment que l'espoir, c'est une co-construction et qui vient du milieu dans lequel on évolue. Tu nous as parlé tout à l'heure de ta maman.
elle t'a donné une notion d'espoir. Et donc, nos parents sont les premiers témoins, l'environnement, l'histoire du moment, la génétique, parce qu'évidemment, on a une histoire qui revient d'autres générations. C'est ça qui est absolument fabuleux. Donc, je pense vraiment que euh, on va apprendre à s'en servir. Certains, malheureusement, non, parce qu'on leur donne pas la possibilité de le vivre. Mm, C'est là qu'on a besoin d'être avec eux. Mais bon, tout ça, c'est plein d'espoir, ce qu'on vient de mm, dire. mm. Quand même. Ah, bon, bien sûr que oui. Et je crois que même, tu vois, quand on lit des gens sur le groupe, même des gens qui ont passé des moments extrêmement douloureux, où on peut dire qu'ils avaient perdu une partie de leur espoir, ben, ces gens-là reviennent quelque temps après et nous disent, ben voilà, vos mots à vous, votre chaleur humaine à vous, et ben, ça m'a réchauffé le cœur et je commence à avoir un petit peu d'espoir. Et l'espoir, il faut du temps aussi pour le construire. Ouais. Ben, c'est bien, on va rester sur ces mots-là qui me paraissent très bien. Mm. Merci Alain, merci Françoise. Avec plaisir. Merci Passez un Pascal. bel été, à très bientôt. Ouais, prends soin de toi. À Au revoir. bientôt. Au revoir et garde espoir. Au revoir. Au revoir.